Merci d'être venus si nombreux pour cette présentation sur l'externalisation et la sécurité des SI. Pourquoi aujourd'hui on va encore aborder ce sujet? Parce que ça reste toujours d'actualité. Donc aujourd'hui, on est parti sur une étude qui a été faite par Numérama, qui est une Syntec, qui va parler de la taille du marché du numérique en 2022 qui s'élève à 61 milliards d'euros. Donc la croissance a été à 7,5% par rapport à l'année 2021. Et si on dispatche un peu cette croissance, on voit un peu le chiffre d'affaires, on voit qu'aujourd'hui, il y a les éditeurs de plateformes cloud qui sont à 21 milliards. Il y a les ESN aussi, il y a le conseil en technologie, mais en fait la nouveauté c'est qu'aujourd'hui avec la crise Covid, il y a une migration vers le cloud qui est partie vers les 24,5%. Donc tout ça en fait ça va imposer des changements de paradigme en termes de sécurité. Donc on a déjà parlé de ça dans l'intégration de la sécurité dans les projets. Mais aujourd'hui on a besoin pour sécuriser ces projets d'externalisation du SI qui sont de plus en plus, on va dire, nombreux, d'ajouter un paradigme ou un cadre de sécurité afin d'assurer la sécurité des données en dehors des prémices d'entreprise. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, on va faire quelques définitions. Donc, généralement, en fait, quand on parle d'externalisation, on parle de sous-traitants, on parle de prestataires de services informatiques, on parle d'infogérants aussi. Donc, c'est des termes, on va dire, qui se recoupent parce que, par exemple, sur l'ISO 27000, on parle de sous-traitants, sur le site de l'ancien, on parle d'infogérants. Mais généralement, dans le domaine de l'IT, en tout cas, malgré il y a une définition juridique pour le terme sous-traitant, dans le domaine de l'IT, on parle de prestataires de services informatiques, on parle d'infogérants. Et dans cette présentation, on va parler plutôt d'externalisation. Il y a d'autres termes aussi, on parle de contrats, de clauses contractuelles, des PAS, ou plan d'assurance sécurité. En fait, c'est un ensemble aussi d'exigences contractuelles, des clauses ou un clause de sécurité qu'on va inclure dans les contrats afin de cadrer ou bien cadrer ce qu'on demande en tout cas à nos prestataires en termes de sécurité dès l'établissement du contrat. Il y a plusieurs types d'externalisation aujourd'hui parce que les systèmes d'information ils sont complexes. Donc on va voir par exemple en termes d'MCO, le maintien en condition opérationnelle qui est par définition toutes les opérations qui vont garantir la disponibilité de notre système d'information. On a aussi, puisqu'on parle d'MCO, on peut parler d'MCS aussi qui va parler de la sécurité, tout ce qu'on va mettre en œuvre pour garder la sécurité de notre système d'information, mais aussi la tierce maintenance applicative, le TMA, qui concerne les entreprises qui vont faire tout ce qui est qui vont externaliser la partie de maintenance de leur application métier. Il y a aussi l'application service provider, il y a les applications en mode SaaS, il y a aussi l'hébergement. Si on parle de SaaS, on parle aussi du fait qu'on peut avoir par exemple du PaaS ou DIaaS pour utiliser de l'infrastructure cloud. Donc on parle aussi du MSSP ou de tout ce qui est service manager en termes de sécurité. Une fois qu'on a fait le tour des définitions, on va parler un peu des enjeux autour de l'externalisation. Déjà, pourquoi on va recourir à une externalisation? Principalement parce que généralement on a une absence ou un manque de compétences en interne qui va faire qu'on va aller voir ailleurs vers des prestataires externes. Par exemple dans le cadre d'un projet ou même dans la gestion, comme on a vu pour l'MCO MCS, c'est dans le cadre de gestion régulière de notre parc IT. C'est aussi pour avoir accès à des compétences spécialisées. Par exemple, si on veut être certifié ISO 27001, donc c'est un projet généralement qui part sur 1 an à 2 ans. Donc on a besoin d'avoir des compétences spécialisées qu'on n'a pas en interne, qu'on n'a pas envie, par exemple, de l'avoir d'une manière continue, mais plutôt faire appel à une compétence spécialisée dans des cabinets de conseil ou autre sur la durée du projet. Et aussi, en fait, aujourd'hui, on remarque qu'il y a une réduction des coûts qui est liée à ces projets d'externalisation. Parce qu'on voit par exemple plusieurs groupes français ou entreprises françaises qui sont beaucoup plus vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord ou vers l'Asie, vers le marché indien pour tout ce qui est support informatique ou pour externalisation des services de paiement. Donc ça reste aussi des raisons pour l'externalisation. Il y a aussi les risques qui sont liés à l'externalisation. Donc c'est bien de externaliser son système d'information parce que ça va réduire les coûts, parce que ça va pallier à une absence ou à une insuffisance de moyens internes. Mais le problème, c'est que ça va encore engendrer des risques. Par exemple, on va perdre le contrôle, notamment sur la gouvernance des données, la confidentialité, notamment la protection des données. Mais aussi ce qu'on appelle la dépendance économique. On va avoir de la dépendance vis-à-vis du prestataire ou des prestataires qu'on va avoir.
Il y a aussi ce qu'on appelle le risque réglementaire, donc risque ou opportunité, hein, parce qu'on va parler aussi, on va voir en France qu'il y a la loi informatique et liberté qui va définir la notion de sous-traitant, donc il va vous garder responsable de la sécurité de vos données malgré que vous avez, vous allez rester responsable du traitement malgré cette notion de sous-traitant. Il y a en Europe la partie RGPD, il y a la partie DORA aussi, donc on aura une présentation DORA cet après-midi aussi. Donc il y a DORA, la nouvelle réglementation qui arrive. Il y a aussi, si vous avez, je ne sais pas, des clients ou USA ou UK, vous avez la IPA pour tout ce qui est données santé, il y a aussi la partie SOX, GLBF, ISMA ou autre. Et là, en fait, j'ai regroupé quelques exemples d'incidents qui ont eu lieu sur les 2, 3, 4 dernières années. Principalement, on commence par celle d'Uber, hein, donc Uber qui a été victime d'une fuite de données majeure parce que les attaquants sont passés par le piratage d'un de ses prestataires. Il y a aussi la fameuse attaque de SolarWinds. Donc SolarWinds, quand même, qui a fait des échos sur le monde de la sécurité parce qu'on est passé par un prestataire fiable qui est SolarWinds pour pouvoir attaquer, je ne sais pas combien d'entreprises en tout cas, un nombre majeur d'entreprises suite à cette attaque. Donc une fois qu'on vous a présenté les enjeux, les risques qui sont liés à des projets d'externalisation, pourquoi on a recours à l'externalisation, là on va vous présenter notre approche chez Ekava. C'est l'approche aussi qu'on propose à nos clients pour sécuriser ce projet d'externalisation. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on propose à nos clients d'abord de mettre en place un cadre de gestion des risques. Ça reste très important. Pourquoi ? Parce que on va commencer d'abord par apprécier les risques, c'est-à-dire on va définir quelles sont les valeurs métiers ou sinon quels sont les actifs qu'on va externaliser du système d'information. Ça, c'est le premier point. Donc, une fois qu'on a délimité un peu le périmètre qu'on va externaliser, on va essayer de voir quel est l'environnement de menace qui tourne autour de ces valeurs métiers ou ces actifs primordiaux. Et qu'on va essayer aussi de comprendre quel est l'impact derrière ces assets. Donc une fois qu'on a notre couple menace et impact, on va essayer de voir quel est l'environnement de risque, quelle est l'exposition au risque sur ce projet d'externalisation et on va derrière bien sûr proposer un plan de gestion des risques. Malgré qu'on ait externalisé le risque, malgré qu'on a transféré le risque, on doit quand même, en tant que responsable de traitement, garder notre maîtrise sur la politique de sécurité de cette partie du SI. Un deuxième point, c'est-à-dire quand on a compris le périmètre à externaliser du SI, donc dans un deuxième point, on va essayer de vérifier la maturité du SI, la maturité SSI du prestataire. C'est-à-dire, dans un premier point, on doit d'abord identifier les critères de sélection des prestataires. Il y en a par exemple qui vont vous dire, moi je travaille seulement avec des prestataires qui sont passifs, par exemple pour l'audit, des prestataires d'audit de sécurité de système d'information. Il y en a qui vont vous dire, moi je travaille qu'avec des prestataires qui sont ISO 27001. Il y en a qui vont même faire des audits de maturité avant de contractualiser avec les prestataires pour choisir le prestataire qui, en tout cas, présente le plus grand niveau de maturité en termes de sécurité, mais surtout qui garde le niveau de risque à un niveau acceptable par rapport aux politiques internes. C'est ce qu'on a défini sur la slide précédente. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est réaliser ce qu'on appelle un due diligence pour évaluer la sécurité de prestataire. Ça aussi, c'est très important pour pouvoir, avant de contractualiser avec le prestataire, de identifier le niveau de risque et identifier aussi le niveau de maturité du prestataire et est-ce qu'il présente vraiment les garanties nécessaires. Une fois qu'on a fait cette vérification, il est temps de passer à la contractualisation. Donc c'est un ensemble d'éléments. D'ailleurs sur cette partie-là, n'hésitez pas à aller voir votre service juridique parce que c'est pas seulement la responsabilité du DSI ou du RSSI, mais aller voir plutôt vers le service juridique pour essayer déjà de définir un clausier sécurité. Ce grand clausier sécurité, c'est un ensemble de clauses qu'on va inclure par défaut dans le contrat. Là, par exemple, j'en ai cité quelques-unes. Par exemple, la protection des données, donc c'est un premier point. La gestion des incidents, comment le prestataire va faire en cas d'incident sur son SI qui va impacter ou pas vos données. Il y a aussi la réalisation d'audits, c'est une clause généralement qu'on ajoute pour que le prestataire nous permette de réaliser des audits d'une manière régulière, bien sûr avec un accord avec ce prestataire, afin qu'on vérifie d'une manière régulière la sécurité de la partie de la prestation. Là, par exemple, en termes de clauses, j'ai inclus ici, vous pouvez voir directement sur le site de l'ANSSI, il y a des exemples de clauses de confidentialité type en cas de sous-traitance ou en cas d'infogérance d'une partie de votre SI.
La deuxième partie qu'on essaie de proposer aussi, c'est la mise en place, si besoin, d'une annexe sécurité ou d'un plan d'assurance sécurité. C'est quoi une annexe sécurité? C'est qu'on va prendre par exemple la 27002, donc l'ensemble des thématiques, on va les inclure au contrat, comme ça va permettre de renforcer notre relation avec notre prestataire pour lui dire vous avez signé aujourd'hui par exemple un niveau de disponibilité de données ou un niveau de sécurité sur la partie, je ne sais pas, plan de sauvegarde ou autre. Donc ça va engager encore plus pour renforcer votre relation avec votre prestataire. Un troisième point, c'est bien définir les obligations et les responsabilités en matière d'SSI avec votre prestataire. Ça, c'est très important parce que vous, de votre côté, vous avez un RSSI. Lui aussi, il a un RSSI qui est sur le périmètre de la prestation ou pas. Mais ce qui est important, c'est-à-dire dans le contrat, il faudra définir dès le départ quels sont les rôles et responsabilités, voire une matrice racine carrément de cette prestation. Et même définir un SPOC, un single point of contact en cas de problème, ou pas d'ailleurs, même en cas d'absence de problème, ça serait bien d'avoir un single point of contact, un point de contact privilégié entre le client et entre vous, en tout cas, et votre prestataire informatique. Une fois qu'on a contractualisé, on va passer à la partie surveillance et amélioration continue. C'est très important, si vous avez par exemple fait la due diligence au départ, si vous avez contractualisé, c'est-à-dire que vous avez renforcé la relation avec votre prestataire à travers des clauses, il est très important de surveiller cette relation. C'est-à-dire l'audit par définition, il se fait sur une période donnée, avant le contrat. Ça serait bien de définir dès le départ la clause, comme on l'a conseillé sur la slide précédente, la clause d'audit, et passer voir votre prestataire une fois par an pour voir est-ce que le niveau de sécurité qu'il a proposé, il reste toujours à un niveau acceptable, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être à mettre en œuvre afin de faire respecter le contrat surtout. Donc pour s'assurer de la conformité du prestataire, on va leur demander des politiques, des procédures assassies, on va lui demander peut-être des exigences qu'on a définies, des preuves de ces exigences-là, et aussi demander une certification sécurité si besoin. Il y en a par exemple qui vont demander des certifications ISO 27001 pour le prestataire afin de s'assurer qu'il respecte ce qui a été défini. Il y a aussi en fait après bon, ça reste chronophage aussi, ça reste coûteux, mais le fait de mettre en place un processus de surveillance et de guide régulier, ça peut prendre la forme de préparation d'un questionnaire de sécurité que vous allez envoyer directement à votre prestataire. Donc lui, il va répondre à ça en mettant des preuves, par exemple, est-ce que vous avez une politique de sécurité? Oui. Est-ce qu'elle est à jour? Oui. Et du coup, il va vous envoyer la PSSI, vous allez la consulter, vous allez voir si elle a été communiquée, si elle a été respectée, si par exemple il a réalisé un audit de son côté, un pen test sur cette prestation, si elle a réalisé bien les plans de sauvegarde. Et du coup, ça, ces preuves, il a l'obligation de les fournir parce que vous avez la clause. Et surtout, ça va vous permettre aussi de s'assurer de la maturité de votre prestataire. Ça peut aussi prendre la forme d'un self-control assessment, c'est-à-dire il fait le contrôle de son côté. Bon, ça reste moins, on va dire, moins sûr qu'un audit, parce que c'est pas indépendant. Mais par contre, ça permet, dans un premier temps, de responsabiliser un peu le sous-traitant par rapport à cette approche de contrôle interne. Il y a aussi la réalisation d'entretien. Si vous n'avez pas le temps ni le budget pour faire des audits réguliers, appelez votre prestataire pour demander au moins des informations sur le niveau de sécurité, sur la prestation, sur s'il y a des projets de sécurisation, s'il y a des enjeux, des incidents. Un point important quand on va externaliser une activité informatique, c'est définir la stratégie de continuité d'activité. C'est quoi la stratégie de continuité d'activité? Ça va vous rassurer en cas d'incident majeur ou mineur de la continuité de l'activité informatique que vous avez externalisée. Donc ça passe bien sûr par un PCR, donc un plan de continuité d'activité, mais ça peut prendre la forme aussi de quelques clauses ou quelques points contractuels que vous allez définir avec votre client. Donc par exemple, pareil, on va identifier les parties prenantes en cas de crise. On va faire un processus de qualification des incidents parce qu'il ne va pas vous appeler à tout moment qu'il a un incident, le prestataire. Donc, vous allez mettre cette qualification pour définir pour quel type d'incident il a l'obligation de vous communiquer ces informations-là. Et surtout, vous faites définir avec lui, pourquoi pas, un processus de réponse à incident. C'est très important pour vous parce que ça va vous permettre aussi d'être sûr qu'en cas d'incident, le prestataire va bien se comporter et surtout qu'il va pouvoir répondre à cet incident dans un temps idéal et surtout communiquer auprès de vous cette information et garantir la sécurité de données.
J'ai aussi, généralement aussi, on propose à nos clients de tester régulièrement le processus de gestion des incidents, ou même faire un test PCA-PRA une fois par an. Et pourquoi pas, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises en tout cas qui font ça d'une manière conjointe avec le prestataire. D'autres exemples de contrôle de sécurité à inclure dans votre relation, en tout cas dans votre projet d'externalisation, j'ai pensé à la gestion des accès aux données. C'est très important. Quand on parle de gestion des accès aux données, on va parler d'abord quel type de données, qui a accès aux données, comment il va avoir accès aux données, est-ce que c'est d'une manière sécurisée, est-ce que c'est en local, est-ce que c'est en SSH, en telnet ou à distance, et surtout d'où il va avoir accès aux données. Donc aujourd'hui, par exemple, si on va faire de l'externalisation en Inde ou en tout cas en dehors du continent européen, c'est qu'il y a l'RGPD qui va s'appliquer, il faudra faire attention sur cette partie-là. Et ça va aussi, vous avez une obligation auprès de vos clients par rapport à la sécurité de leurs données. Et c'est pour ça que c'est important d'inclure en tout cas cette partie-là ou bien de creuser cette partie-là. Un deuxième point, c'est le processus de maintenance et de patch management. Si vous êtes par exemple sur un processus de gestion applicative, ça serait bien de savoir dès le départ comment ça va se passer la partie maintenance ou sinon la partie patch management. C'est très important parce que, il peut vous demander plus d'argent quand vous allez faire le patch. C'est-à-dire, il va vous dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est sortie, mais il faudra payer encore, je ne sais pas combien, pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, vous allez vous trouver avec une application vulnérable qui est exposée à Internet. Donc ça c'est très important, et surtout les délais de patch. Parce qu'en fait, s'il y a aujourd'hui une vulnérabilité avec un patch qui est disponible, vous n'allez pas attendre 3, 4, 5, 6 mois pour pouvoir le faire. Donc, mettez-vous d'accord dès le départ sur le patch, sur le délai de patch et sur la fréquence aussi de revue de l'application. Il y a aussi le contrôle des changements. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sur cette partie-là parce qu'on va voir que il y a des changements qui ne sont pas contrôlés, il y a le RSSI qui n'est même pas informé qu'il y a un changement et du coup ça va avoir des impacts sur la sécurité des données ou la disponibilité des données. Donc ça serait bien de vérifier son processus de gestion des changements et j'allais dire pourquoi pas participer, mais c'est compliqué, mais en tout cas être informé sur cette partie-là. On pense aussi au plan de contrôle et d'audit interne. Une entreprise qui fait du contrôle et d'audit interne, c'est toujours important, c'est toujours un signe de maturité. Donc ça aussi c'est un point important, même s'il ne va pas vous communiquer le résultat, en tout cas le rapport d'audit, demandez au moins le résultat d'audit. Il y en a d'ailleurs qui le font tous les ans, par exemple si on voit Microsoft, Amazon ou autre, c'est des grands groupes, donc vous n'allez pas aller les voir directement pour leur dire montrez-moi votre rapport d'audit, ou vous n'allez pas vous déplacer, je ne sais pas, au siège de l'entreprise à New York pour demander un audit, mais généralement ils mettent ça directement sur leur site, donc c'est des informations qu'on peut communiquer. Pareil pour la surveillance du LC, donc la surveillance d'un point de vue sécurité. Ça serait bien de mettre en place des processus de surveillance. Donc d'ailleurs, on dit, tout à l'heure, on parlait de la gestion des incidents. Donc la surveillance, la détection d'incidents, c'est la première étape de réponse. Donc on ne peut pas répondre à un incident qu'on n'a pas détecté. La première étape, ça va être de surveiller notre SI pour pouvoir détecter un temps s'il y a des intrusions et pouvoir y répondre. Avant-dernier point, ça va être le chiffrement de données. Donc ce matin, je ne sais pas si vous êtes passé, mais on a fait une présentation d'un outil qui s'appelle Safer Trust, c'est ça, qui va proposer par exemple les chiffrements de données même sur le cloud. Donc si vous allez partir sur le cloud, dites-vous qu'à tout moment, votre fournisseur cloud il peut accéder aux données. Et surtout avec des réglementations dans des pays, en tout cas par exemple les États-Unis, ils ont le Cloud Act, ils peuvent accéder à des données en cas de risque sur la sécurité nationale. Donc ce qui est bien, c'est que avec le chiffrement de données, vous allez garder l'accès aux données d'une manière sécurisée, mais ça va être hébergé seulement chez un prestataire externe. Un dernier point, c'est le point de sauvegarde. Même si vous allez externaliser les données, on a vu récemment avec un hébergeur de données français. Donc on a vu par exemple des entreprises qui ont externalisé leur activité de gestion des données, c'est-à-dire ils vont l'héberger chez un prestataire cloud. Et ce prestataire cloud a eu un incident de sécurité, il a eu un incendie sur un de ses data centers. Et du coup, on a eu quelques entreprises qui ont perdu leurs données parce que ça n'a pas été externalisé. Donc ça aussi, c'est un point très important. Vérifiez dans les contrats quelle est la distance entre chaque data center en cas de réplication, afin d'éviter par exemple des phénomènes naturels ou je ne sais pas, des déclenchements d'incendie ou autre. Et ça va aussi vous permettre
de garder une cohérence par rapport à votre politique de sécurité interne, sécurité des systèmes d'information, et surtout garder en tête que si vous allez externaliser un service, vous restez responsable du traitement de ce service-là. Et vous restez aussi responsable des traitements qui vont s'opérer sur les données de vos clients. En résumé, donc, comme tout projet d'intégration de la sécurité dans les projets, donc on va commencer d'abord pour encadrer l'externalisation, c'est-à-dire assurer que la sécurité a été bien incluse dès le départ, avant même de la contractualisation, pendant la contractualisation et même tout au long de la durée de vie du projet. Deuxième point, ça va être d'identifier les besoins de sécurité. Il faudra bien comprendre quels sont aujourd'hui les enjeux qui sont liés à cette externalisation, quelles sont les exigences à mettre en place et comment les surveiller. Et un troisième point, ça va être l'amélioration continue. Si vous avez signé le contrat, vous êtes parti à travailler avec ce prestataire sur plusieurs années, plusieurs mois, sur toute la durée de vie du projet. Il faudra faire d'amélioration continue, il faudra apprendre de ses erreurs, des incidents, pour essayer aussi d'avoir une relation saine avec ce prestataire et s'assurer que, pourquoi pas, il y a une révision par exemple annuelle ou pluriannuelle du contrat avant de garder les exigences de sécurité à jour par rapport au contexte du risque ou par rapport à l'environnement du risque de votre entreprise. C'était le dernier point. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que vous avez des